Bonjour, voici un extrait de L'innocence assassinée 2 de David Diez, aux éditions Évasion Éditions. Attention, spoiler. Résumé de la saison 1. 1991, Berck-sur-Mer. John Phillips est policier au commissariat, marié, une enfant de 5 ans, Marie, et un collègue de travail, Giorgio. Ils enquêtent sur l'enlèvement et les meurtres atroces de petites filles dans la station balnéaire de leur ville. Elles sont toutes retrouvées défigurées, sauf 2, dont celle de Julia Anderson. Giorgio sera tué, puis tout s'arrête. John est certain que tout va recommencer, et pour cause. C'est lui qui a enlevé et assassiné ses fillettes afin de camoufler l'enlèvement de sa fille, dont il fera son esclave sexuelle. Pour cela, il ira jusqu'à abattre sa propre femme. Néanmoins, il n'a pas enlevé ni tué la fille de Julia, supprimée par son grand frère Dean, mais ne peut le dire, et donc se met à surveiller la famille jusqu'à l'obsession. 2018. Les enlèvements reprennent. John découvrira que Dean Anderson, alors médecin psychiatre à Berck, a lavé le cerveau de l'une de ses patientes schizophrènes pour en faire une machine à tuer les enfants. Ainsi, il l'épousera afin de satisfaire ses délires sexuels, lui laissant le soin, aidé par des drogues puissantes, de les massacrer ensuite. Il ira jusqu'à tuer sa mère. John découvre que la femme de Dean n'est autre que sa fille, qui était parvenue à s'enfuir de la geôle qu'il lui avait fabriquée dans sa cave. Dean et John mourront de la main de Marie, qui retrouve ses esprits à la vue de son père attaché par Dean et enverra une lettre explicative au commissariat avant de se suicider en brûlant tout le hangar où ils se trouvent tous les trois. L'histoire reprend à l'épilogue de la saison 1. Bonne lecture. Saison 2, épisode 1. Tout recommence. Prologue. Une fois descendu dans la tombe, le cercueil disparut sous une dalle à jamais. Le cortège se dirigea vers la salle des fêtes pour célébrer le retour au calme de la station balnéaire. Le sujet de conversation rebondissait d'un groupe à l'autre, tournant autour de la même vérité. Des 3 serial killers, la jeune femme était la plus à plaindre. La météo, la politique et la vie de la ville firent une légère apparition avant de rendre la place aux meurtriers. Le buffet se vida, les cafetières également, et le troupeau de Berquois prit le chemin de la sortie. Toutes ces personnes, le moral au diapason, formaient une foule compacte, toutes sauf une, qui se détacha de la nuée de curieux, refusant le statut de mouton. Ses pas la menèrent à son véhicule, en désertant la procession des faux pleureurs, accompagnant le départ de Marie, au paradis des tueuses. Comment cette petite salope avait-elle pu retourner le cerveau de toute une population avec ce qu'elle avait commis? Mystère. Mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Ils l'avaient transformée en héroïne. Son doigt se tendit vers le vieil autoradio comme par habitude, et les enceintes crachèrent l'un des tubes du moment. Qui ne seront jamais là quand le malheur te noie, la mort avant le déshonneur. D'accord avec toi, gamin, la mort va frapper, mais ferme ta gueule. Le silence revint, et le véhicule se mit en route en douceur, comme poussé par le vent de la côte opale. Les pensées du conducteur, en équilibre précaire, passaient de la colère froide à la nostalgie. Sans s'en rendre compte, ses mains bossèrent, autonomes, pour le mener sur le rond-point du commissariat de Berck. Là, ses yeux suivirent le balai des agents de police. La fourmilière judiciaire somnolait. Le calme après la tempête, ou avant la prochaine. Nombre de gradés rentraient de leur rencontre avec les pleureurs professionnels des enterrements publics. Chaque uniforme se pavanant devant son regard entraînait immanquablement une bouffée de haine envers lui. Une bombe, voilà qui aurait comblé son désir de vengeance. Quelle jouissance incroyable d'imaginer tous ces salopards éparpillés dans les larmes et le sang, des bouts de corps jonchant le bitume. Mais il faudrait patienter. Son moteur se mit à crier sa rage, éveillant l'attention des kidams dans la rue. Sa voix résonna dans l'habitacle. Reste calme. Ton heure viendra.
et le commissaire Armand saura à qui il a affaire. Mais en attendant, son pied se souleva de la pédale d'accélérateur, laissant la phrase en suspens et stoppant le hurlement mécanique. Le véhicule retrouva le chemin de sa maison. Sur la table de la cuisine trônait le quotidien du matin. En première page, Marc Armand se félicitait du travail de son équipe dans cette affaire épineuse. Le journaliste avait tout décrit sans prendre de gants, s'attirant les foudres de la justice. Mais l'issue positive de l'enquête lui ouvrit les portes du pardon local, et il ne fut pas plus ennuyé que ça. Grâce à lui, tous les voyeurs amoureux de détails croustillants connurent une joie intense. Un couteau se planta sur le regard de papier du commissaire. « Tu ne vas pas chanter bien longtemps, je te le promets. » Dans un mouvement frénétique, la lame lacéra la feuille de chou jusqu'à effacer le policier. Un soupir marqua le retour au calme et le journal fut balancé dans la poubelle. Dans un dernier défi, un bout de sourire fit de l'œil à son destructeur. Une allumette vint terminer le travail, et les flammes grignotèrent ce qu'il restait du visage. Bientôt, mon salaud, bientôt. Un sourire éblouissant, une œillade invitant à des moments chauds, dommage, le temps lui manquait pour cela. Le jeune homme continua sa route, et Corinne soupira de regret. Néanmoins, elle adorait sa nouvelle vie de célibataire. Son ex-mari et elle s'entendaient à merveille. Ces anciens inséparables avaient juste pris conscience que l'amour se transformait en amitié, et ils surent l'accepter au lieu de se battre. Elle se retourna sur l'individu dont le regard de braise avait enflammé son entrejambe. Son petit cul moulé dans son jean augmenta encore son envie de se jeter sur lui. Elle se surprit à se traiter de vicieuse, en souriant, et reprit sa marche vers l'école primaire Jean Rostand. Elle accéléra le pas vers le bâtiment gris clair qui accueillait son fils. La ponctualité n'existant pas dans sa réalité, les minutes disparues à chercher une place pour se garer s'additionnèrent à celles évaporées à admirer l'arrière-train de l'inconnu. La jeune maîtresse papotait avec une maman lorsque Corinne se planta à ses côtés, attendant la libération de son rejeton. « Bonjour, madame Benahouche, que puis-je pour vous ?» Comme d'habitude, le ton pincé avec lequel la chère institutrice prononça son nom de famille lui donna de l'urticaire, mais elle ne s'énerva pas. Il y a des choses qui ne changeraient jamais. Cette raison expliquait la présence de la nounou à la majorité des entrées et sorties d'école. Aujourd'hui, son patron avait décidé de la libérer plus tôt pour cause de réunions informelles. Autant dire que sa secrétaire se ferait démonter comme à chaque conférence. Elle sourit intérieurement et répondit enfin. « Pour une fois, c'est moi qui viens chercher Nathan. Ça va lui faire plaisir et… » Le visage surpris de la maîtresse avorta sa phrase. « Qu'est-ce qu'il se passe ?»« Eh bien, votre assistante maternelle l'a déjà repris. Il faudrait vous mettre d'accord sur vos horaires, histoire de ne pas perturber Nathan. » La pique toucha sa cible. Mais Corinne se retint de rétorquer à la dame de placer sa réflexion en un lieu que son époux ne devait pas visiter, souvent au vu de la réputation de mal baiser qu'elle traînait avec elle. Une fois de plus, elle se tut et repartit en courant. Son instinct lui souffla qu'il se tramait une chose anormale. Jamais sa voiture ne roula aussi rapidement que ce soir-là. Si son ex-mari la voyait, en bon flic qu'il était, elle se prendrait une morale carabinée. Arrêté de travers sur le trottoir, son sang ne fit qu'un tour. La porte d'entrée, entr'ouverte, donnait une impression étrange à ce petit pavillon. Corinne accéléra le pas. Une peur incontrôlée lui enserrant la poitrine, et elle pénétra dans la maison sans sonner. « Anne, c'est Corinne. Je viens chercher Nathan. » Un bébé pleurait par intermittence, ce qui ne rassura pas la jeune femme. Elle s'avança jusqu'au salon où l'attendait en temps normal son fils avant de pousser un cri. La nounou gisait sur le tapis, la tête formant un angle obtus avec le reste du corps. La gorge, ouverte sur les 3/4 de sa surface, avait déversé des litres d'hémoglobine sur le sang. Le nourrisson gigotait à terre, se tartinant de rouge et suçant son pouce chaud du sang de sa mère. Corinne ramassa le poupon tout en appelant Nathan, sans résultat. Elle fouilla toutes les pièces, cherchant même dans les recoins,
comme s'il avait pu démarrer une partie de cache-cache improbable dans un tel moment. Elle ne le trouva pas. Ses appels se transformèrent en hurlements, puis en silence lorsqu'elle se cassa la voix. Sa vue fut obstruée par les larmes et elle s'écroula à genoux, serrant le bébé comme un doudou, ne parvenant pas à le calmer. Quelques semaines à peine après l'arrêt des enlèvements d'enfants, Berck s'apprêtait à vivre un nouveau cauchemar. Voilà pour ce nouvel extrait. Donc, c'était L'innocence assassinée 2 de David Diez aux éditions Évasion Éditions. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.